De retour sur le plateau d'i24 News édition spéciale consacrée à ce 6e jour d'opération Rugissement de lion menée par l'armée israélienne et l'armée américaine en Iran. Aujourd'hui encore, les Israéliens ont dû se rendre à plusieurs reprises dans les abris. En revanche, le commandement du front intérieur de Tsahal confirme quand même une baisse du nombre de tirs sur Israël. Shani Guidalia, on vous retrouve en direct. Quelle est la situation sur place? Est-ce qu'on sent un petit peu plus de légèreté dans les rues de Tel Aviv ce soir? Alors, plus de légèreté, oui, puisqu'il y a un peu plus de monde dans les rues, plus de circulation de voitures également. Et puis même quand il y a eu cette préalerte, et il y en a eu aujourd'hui à plusieurs reprises, eh bien, il y a plus autant ce mouvement de panique qu'il y avait au début, c'est-à-dire que la population israélienne connaît les directives, donc savait exactement où était l'abri et où aller, il n'y avait pas de mouvement de panique, donc un petit peu plus de légèreté, oui. Un autre signe aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de soldats qu'on a vus aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv et qui sortaient en permission pour le week-end. Donc c'est un autre signe de cet allègement. Le commandement du front intérieur, vous l'avez dit, signale une baisse nette et stable du nombre de tirs de missiles depuis l'Iran vers Israël, ce qui a permis aussi un allègement des restrictions aujourd'hui. En revanche, il y a eu une intensification des tirs de roquettes et de drones depuis le Liban vers Israël. Il y a encore quelques minutes, c'était dans la région de Haïfa, de Tibet. Vous en parliez avec Mathias Inbar un peu plus tôt. Et parfois même des tirs combinés depuis l'Iran et le Liban sur les localités du nord d'Israël et les grandes villes du nord du pays. Et quelles sont les restrictions qui ont été levées aujourd'hui, Shani, et quelles sont celles qui sont encore en vigueur? Les restrictions ont été partiellement levées aujourd'hui à midi, c'est-à-dire que les endroits de travail vont pouvoir rouvrir s'il y a la possibilité pour les employés de se rendre dans un endroit protégé dans le cas où il y a une alerte. Les rassemblements jusqu'à 50 personnes sont autorisés. Là encore, s'il y a un abri à proximité. En revanche, les cours en présentiel ne sont toujours pas mis à disposition, c'est-à-dire que les cours dimanche seront toujours à distance. On n'a pas d'indication concernant le reste de la semaine. Donc pour l'instant, la difficulté, ce sera principalement pour les parents qui doivent reprendre le travail, mais dont les enfants sont toujours à la maison. Merci beaucoup, Shani. On parlait tout à l'heure de ce que pensent les Américains de cette opération menée donc par les États-Unis et Israël en Iran. Déborah, on va parler cette fois des Israéliens. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette guerre, de cette opération Rugissement de lion? Eh bien oui, Océane, un sondage a été mis en place, réalisé par l'Institut israélien de la démocratie. C'était entre les 2 et 3 mars dernier, donc tout récemment. Et les chiffres, vous allez le voir, sont clairement sans appel. Vous le voyez, 93% des Israéliens juifs ont exprimé leur soutien à cette opération. Et ce qui est saisissant, c'est le contraste avec la communauté des Arabes israéliens qui, eux, ne sont que, vous le voyez, 26% à soutenir cette opération. Donc on voit, une grande majorité des Arabes israéliens sont plutôt contre. Et ce qui est intéressant également à souligner, c'est qu'il y a aussi des disparités en fonction des affiliations politiques. Globalement, il y a quand même un très fort soutien parmi les juifs israéliens. Ceux qui sont de gauche soutiennent à hauteur de 76%. Au centre, c'est 93% et à droite, 97%. Et si on regarde la confiance qui est accordée aux politiques, eh bien là encore, on constate une grande disparité entre juifs et arabes israéliens, puisque 74% du public juif estime donc faire confiance à Benyamin Netanyahou dans sa gestion de l'opération. En revanche, ils ne sont que 16% des Arabes israéliens à ressentir la même chose. Donc on voit bien ces disparités. Et puis il y a aussi des disparités sur le plan politique également. Elles sont plus prononcées puisque les partisans de la gauche ne font confiance au Premier ministre qu'à hauteur de 40% dans sa gestion de la guerre. Au centre, c'est 62% et à droite, 85%. Et est-ce que les Israéliens se sentent protégés par ces attaques? Alors c'est intéressant de regarder les chiffres. Là aussi, il y a des disparités entre juifs et arabes israéliens. 74% du public juif se sent assez bien protégé, voire très protégé des attaques iraniennes. Par contre, ça représente seulement 15% du public arabe. Et là aussi, il y a une disparité intéressante à faire entre les deux sexes, puisque globalement, les femmes se sentent moins protégées que les hommes. Et si on fait justement ce comparatif entre hommes et femmes et entre juifs et arabes, eh bien là aussi, vous allez voir que les chiffres sont importants. 81% des hommes juifs contre 67% des femmes juives se sentent protégées. Et chez les arabes, c'est encore pire.
pire puisque 22% des hommes se sentent protégés contre 8% des femmes. Donc là, il y a même en plus un effet de genre à prendre en compte. Alors évidemment, les résultats changent littéralement si les gens chez eux ont un mamad ou un miklat. Ceux qui n'ont pas d'abri pour se protéger, évidemment, se sentent d'autant moins protégés. Et dernier élément, eh bien, le sondage cherche aussi à déterminer l'opinion des interrogés sur la durée de l'opération. Combien de temps elle doit durer concrètement pour eux? Alors parmi les Juifs, la majorité estime que l'opération doit se poursuivre jusqu'à ce que les objectifs militaires et l'objectif politique de renverser le régime des ayatollahs soient atteints. On atteint quand même 57%. En revanche, 36% des Juifs estiment que l'opération doit cesser une fois les objectifs militaires atteints. Et cette fois, parmi les Arabes, eh bien, là, il y a une forte proportion qui dit tout simplement ne pas savoir quoi répondre. Ils sont 52%. Donc on voit bien encore cette différence très forte entre la communauté juive, des Juifs israéliens et des Arabes israéliens. Mais globalement, donc, cette opération est très largement soutenue par les Israéliens. Raphaël, 93%, c'est ça, hein, Déborah, 93% des Juifs israéliens qui soutiennent cette opération. À l'inverse, c'était 27% des Américains qui soutiennent, eux, cette opération. Comment expliquer cette telle différence? Est-ce que c'est aussi le fait que Israël, on n'est pas loin de l'Iran finalement, et on sait très bien à qui on a affaire? Et les États-Unis sont un peu plus loin. C'est une question d'information. Je pense que le public américain est mal informé, pas tellement au courant de ce qui se passe au Proche-Orient, n'a pas très bien compris les enjeux. Les Israéliens, évidemment, malheureusement pour eux, ont l'habitude d'analyser la situation et de comprendre la situation. Moi, ce qui me désole un petit peu sur le plan des hésitations américaines, européennes ou autres, c'est qu'il y a quand même ici un sujet moral et humain et humanitaire qui est évident. On parle d'un peuple qui est sous une tyrannie atroce. Le reste, c'est de la politique, c'est du militaire, c'est ce que vous voulez. Mais je ne vois pas très bien, même si on est à New York de gauche et pas très pro-israélien, comment on ne peut pas être pour ce combat contre un tel régime. Voilà. Donc à ce moment-là, on arrive dans le woke, on arrive dans les démocrates Sanders et compagnie, et on arrive en fait dans l'hypocrisie totale et les deux poids deux mesures dont nous faisons les frais. Mais franchement, justement le président de la République française dont on vient de parler, jusqu'aux gauchistes américains bobos de Manhattan, il y a quand même une déchéance morale et intellectuelle. Lorsque ça crève les yeux, on est en train d'attaquer une dictature pour libérer un peuple opprimé qui ne cesse de supplier qu'on vienne le sauver. Je veux dire, à quoi on joue? Ouais, là, c'est un vrai peuple opprimé. On va pas parler de génocide, mais en tous les cas d'une répression sanglante. Et on a des preuves formelles de répression sanglante de policiers qui sont allés jusqu'à abattre des blessés dans les hôpitaux iraniens pendant la période des manifestations. Mais là, le problème de toutes ces opinions publiques et de l'opinion américaine ou des opinions européennes, c'est qu'ils ont l'impression que les États-Unis sont allés faire la guerre pour sauver Israël. Et c'est là aussi peut-être notre entre guillemets notre erreur d'expliquer aux gens que nous faisons la guerre pour libérer aussi le peuple iranien de ce régime tyrannique, de ce régime théocratique. Et c'est tout là l'enjeu de cette guerre. Juste aussi pour sauver notre existence, parce que l'Iran remet en cause l'existence d'Israël, souhaite la destruction de l'État d'Israël, mais aussi Israël œuvre pour sauver le monde libre, pour protéger aussi les Européens. Et on se souvient de ces images qui disaient s'il vous plaît Trump, s'il vous plaît Benjamin Netanyahou. C'est ça, les manifestants iraniens suppliaient les États-Unis et Israël et les remercient maintenant. Ils voulaient absolument qu'il y ait un. Et on fait la même chose au Liban. On est en train de libérer le peuple libanais de la tyrannie du Hezbollah. Et peut-être à échéance aussi de changer un petit peu ce qui se passe au Liban, parce que depuis des années, ils ont des gouvernements corrompus qui ont laissé le Hezbollah devenir ce qu'il est devenu. On libère les Palestiniens de la tyrannie du Hamas et probablement aussi de celle d'Abou Mazen, parce que les Palestiniens, n'oublions pas, détestent Abou Mazen, hein, si on fait des statistiques, là, des sondages. Donc on libère tous ces gens-là. En fait, lorsqu'on attaque les Houthis du Yémen, on sauve en fait le peuple yéménite qui vit dans la misère, dans la famine à cause du racket des Houthis. À mon avis, nous sommes les Don Quichotte du monde moderne. Et véritablement, lorsque Tsahal arrive, c'est une bénédiction pour ceux qui voient arriver Tsahal. Aujourd'hui, dans Gaza, dans la partie qui est occupée encore par Tsahal dans Gaza, c'est la sérénité, c'est les affaires qui reprennent,
c'est l'insécurité dans la partie qui est sous le contrôle du Hamas, c'est la terreur, c'est le racket, etc., etc. Donc, soyons les Don Quichotte, et si les gens qui nous critiquent, n'oublions pas qui ils sont, eux, et franchement, quand ça vient d'eux, je suis très content que ce soit eux qui me critiquent. Voilà. Israël qui se tient du bon côté de l'histoire, Déborah. Et justement, ça nous rappelle aussi, on en parlait lors de la première opération l'année dernière, la guerre contre l'Iran en juin dernier, il y avait beaucoup de leaders, et notamment, si on se souvient, le chancelier allemand qui parlait d'Israël qui faisait le sale boulot, finalement, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, Israël qui faisait le sale boulot pour peut-être les démocraties occidentales qui allaient justement s'attaquer à l'ennemi, et que ça ne concernait finalement pas que Israël, ne cherchait pas à défendre uniquement Israël, et là en l'occurrence pas non plus les Américains, mais que finalement ça concernait tout l'Occident contre un ennemi qui était commun, qu'on luttait contre le terrorisme qui concerne tout le monde occidental, lutter contre un ennemi qui concerne finalement tout le monde. Et donc c'est là, ça renvoie encore toujours à l'armée de Tsahal, la plus morale du monde, qui vient finalement défendre tous les peuples opprimés. Et qui fait le sale boulot. Peut-être qu'on va retrouver notre correspondante Anna Papiashvili en direct de nos studios parisiens, puisque l'on parle justement de l'attitude des pays occidentaux. Il y a l'Espagne qui revoit sa position, l'Australie qui se joint aux efforts, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui se disent coopérer dans la région notamment de Chypre. Anna, bonsoir, on vous voit. On va faire avec vous le point justement sur toutes ces déclarations. Bonsoir. Oui, au 6e jour de ce conflit, plusieurs pays occidentaux ont annoncé l'envoi de moyens militaires au Moyen-Orient. Le Premier ministre australien a confirmé officiellement aujourd'hui que son pays a commencé à déployer des moyens militaires et des équipes spéciales au Moyen-Orient. Une initiative australienne qui s'inscrit dans une tendance croissante observée dans les pays occidentaux, notamment plusieurs pays européens qui ont annoncé donc le déploiement aussi de matériel de défense suite à l'attaque d'une base militaire britannique à Chypre. Parallèlement, aujourd'hui, l'état-major français a annoncé avoir autorisé des avions américains à se poser sur une base aérienne en France, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, ces appareils sont des avions de soutien qui ne participent pas aux opérations menées par les États-Unis en Iran, mais seulement à des actions de défense. C'est ce qu'a assuré l'état-major, qui évoque une procédure de routine dans le cadre de l'OTAN. Après, en tout cas, la décision de plusieurs pays d'envoyer des moyens militaires, comme la Grèce par exemple, l'Espagne, qui s'était jusqu'à présent pas alignée sur ses partenaires européens, a décidé aussi d'assouplir sa position. L'Espagne va envoyer sa frégate Christophe Colomb à Chypre, où elle rejoindra donc ce porte-avions français, le Charles de Gaulle, et d'autres navires de la marine grecque. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère espagnol de la Défense. Et puis la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a également annoncé que son pays enverrait une aide militaire et des systèmes de défense aérienne aux États du Golfe suite aux attaques de représailles iraniennes dans la région. Alors l'objectif principal de toutes ces opérations, c'est évidemment de garantir la disponibilité immédiate d'avions de transport stratégiques et d'équipes médicales aussi en cas de fermeture de l'espace aérien civil ou de dégradation soudaine de la situation sécuritaire. Merci beaucoup Anna Papiashvili depuis nos studios parisiens. Déborah en parlait tout à l'heure du rapatriement des personnes qui sont des étrangers qui sont ici en Israël mais aussi au Moyen-Orient. Il y a eu des premiers vols de rapatriement mais apparemment ça s'est mal passé, vraisemblablement il a fait demi-tour. Eh bien oui, pour les Français c'est plutôt très compliqué puisqu'on a appris par le ministre Philippe Tabarot que un avion Air France qui devait donc rapatrier justement des personnes qui étaient bloquées au Moyen-Orient a été obligé de faire demi-tour. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des tirs de missiles, donc cette réalité, elle concerne évidemment tous ceux qui essayent de quitter le Moyen-Orient. On sait déjà que c'est très compliqué pour tous ceux qui sont bloqués dans de nombreux pays. On se parle du Qatar ou d'autres pays du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis également, qui subissent aussi les tirs de missiles. Et donc on voit que ces avions de rapatriement, pour l'instant, ça reste encore très compliqué pour ramener les Français notamment. Ça met du temps donc à se mettre en place. Raphaël, tout à l'heure, il y a eu cette mise en garde faite par Israël sur les ressortissants sur les Israéliens de l'étranger. Vraisemblablement, ils pourraient être la cible de menaces. Oui, on a vu par le passé que lorsque les Iraniens étaient frustrés, n'arrivaient pas à atteindre des intérêts israéliens d'importance, que ce soit des bateaux en mer Rouge, que ce soit des personnalités importantes, ils s'en prenaient tout simplement à des touristes, des familles de touristes qui en ont fait les frais à Istanbul, etc. Et donc là, il y a un avertissement assez sérieux du Conseil de sécurité nationale
aux Israéliens à travers le monde de faire extrêmement attention, qui inclut d'ailleurs dans certains endroits, surtout dans les pays justement du Golfe, de ne pas aller au centre Abad. Parce que c'est là en fait que naturellement un Israélien va aller, surtout un vendredi soir. Là, il ne faut pas y aller du coup. Alors non, parce que les centres Abad seraient... Il y a probablement une alerte au sein des services de sécurité israéliens, comme quoi ce sont des cibles. On sait que dans certains pays du Golfe et en Arabie Saoudite, il y a des cellules dormantes iraniennes. Et les centres Abad ont fait plus d'une fois les frais d'attentats en Inde, en Australie, à Buenos Aires. Et donc on spécifie les centres Abad. De toute façon, aux Israéliens donc, de faire attention, parce que les Iraniens, étant en train de perdre, ils ont perdu d'ailleurs, vont paniquer, vont tenter du n'importe quoi, et surtout, malheureusement, des cibles molles, ce qu'on appelle les cibles molles, c'est-à-dire des simples touristes israéliens. En France, d'ailleurs, on s'occupe même de renforcer la sécurité générale en France. On craint des attentats en France, bien sûr contre des Israéliens, bien sûr contre des sites juifs, mais même en général, et surtout maintenant que la France rentre malgré tout dans la danse, et les services de sécurité français n'ont pas perdu une minute, et ils ont donc mis sur pied un plan de vigilance et de défense déjà. Prudence donc pour les Israéliens qui sont à l'étranger. Certains sont d'ailleurs bloqués et typique il n'y a que le peuple israélien pour faire ça. Lorsque le pays ici est en guerre, on en parle avec vous Déborah, les Israéliens font tout et ils sont rapatriés, ils payent parfois très cher des longues escales pour être rapatriés et venir ici chez eux en Israël malgré la guerre. Oui, c'est un phénomène qu'on connaît très bien en Israël. Si on s'en souvient, le 7 octobre 2023, il y avait énormément, notamment de jeunes qui étaient peut-être à l'étranger et qui ont tout fait pour rentrer en Israël. Effectivement, c'est d'ailleurs ce que disent aussi les autorités israéliennes, c'est peut-être le seul pays au monde où quand on est en guerre, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On veut rentrer dans le pays, justement. Il y a évidemment cette résilience, cette solidarité qu'on connaît chez les Israéliens. Il y a quelque chose aussi c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire que les Israéliens veulent être ensemble. Et oui, ils savent qu'ils vont se retrouver dans les abris pendant parfois des heures, et pour autant, ils veulent rentrer chez eux parce que être loin du pays, finalement, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ça a toujours été, le 7 octobre, c'était un phénomène qu'on a constaté. On a parlé énormément de ces vols de rapatriement, de El Al notamment. Et là, évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Et c'était le vrai aussi l'année dernière au moment de la guerre en Iran. À chaque fois, les Israéliens veulent rentrer chez eux, même justement quand il se passe des choses difficiles, pour retrouver, je pense, quelque chose, cette solidarité, cette proximité avec le peuple israélien. Ils sont donc beaucoup à tenter de revenir ici dans leur pays. Nous sommes en ligne à présent avec Aryeh Flak. Vous êtes président de l'œuvre de secours aux enfants. Merci d'être avec nous. Alors depuis le 7 octobre, vous apportez un soutien psychologique auprès des francophones en Israël et particulièrement auprès des personnes âgées et qui sont isolées. Est-ce que depuis ce conflit qui a commencé samedi, est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels justement ? Oui, suite au déclenchement du conflit samedi dernier, nous avons réouvert une ligne d'écoute que nous avions créée après le 7 octobre et ce sont plusieurs dizaines d'appels que nous recevons. Alors peut-être vous expliquer ce que fait cette ligne d'écoute. Donc c'est une ligne d'écoute que nous avons mis en œuvre dans le cadre de la Israel Trauma Coalition, dont l'OSE fait partie. La Israel Trauma Coalition, ce sont plusieurs dizaines d'associations israéliennes qui opèrent des lignes d'écoute et qui offrent des activités de soutien pour les personnes qui sont dans des situations d'angoisse, de trauma, qui ont des questions par rapport à la situation. Cette ligne d'écoute, elle existe en Israël, en anglais, en arabe, en hébreu et en russe. Et l'OSE, à partir de la France, opère une ligne d'écoute en français pour les francophones et les Français qui sont en Israël. Alors, c'est un premier niveau d'écoute qui mobilise nos psychologues et nos psychiatres bénévoles en France et en Israël, tous francophones, qui peuvent répondre aux questions des personnes âgées, comme vous l'avez dit, mais également des parents, des familles. On a beaucoup de parents qui appellent, qui ont des inquiétudes pour leurs enfants, des situations de trauma. Et derrière ces psychologues et ces psychiatres orientent ces familles, ces personnes âgées, vers le système de soins israélien auquel ils n'ont pas aisément accès, car toutes les personnes qui appellent notre ligne d'écoute sont des gens qui ont une maîtrise de l'hébreu
ou du système de soins israélien qui est insuffisante et qui ne leur permet pas d'y avoir accès directement. C'est pour l'OSE une mission extrêmement importante. Nous sommes, comme vous le savez, une association centenaire qui est installée en France, qui a toujours été au service des populations juives. Et nous avons décidé, depuis le 7 octobre, d'être présents en Israël auprès de la population israélienne en visant celle à laquelle nous pouvons apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire celle qui a des difficultés pour accéder au système de soins israélien. Alors, il y a aussi la difficulté d'aller dans les abris. On parle d'une population âgée, donc ici en Israël, qui dispose de très peu d'abris. Est-ce que ça aussi, il vous parle de cette difficulté ? Tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs un moteur, souvent, de certains appels, des personnes âgées, dépendantes, qui ne vont pas savoir comment s'orienter. Et celles-là, nous les orientons vers des associations partenaires. Il y a par exemple l'association La Tête avec laquelle nous travaillons, qui apporte du soutien aux populations en allant directement chez eux, soit eux-mêmes, soit en envoyant d'autres organisations. Le travail de l'OSE, c'est vraiment le soutien psychologique et le soin du trauma. Et donc, les situations, vous savez, sont très diverses. Ça peut aller de parents qui sont séparés de leur enfant et qui n'ont pas de nouvelles, qui s'inquiètent. Ça peut aller une demande de soins. Ça peut aller des personnes âgées qui, effectivement, ont besoin, leur médecin ne va pas pouvoir passer ou leur métapel n'est pas présent. Ou a dû partir et il se retrouve sans métapel pendant quelques jours depuis le déclenchement du conflit. Vous imaginez bien que quand vous êtes coincé chez vous, une personne âgée dépendante qui n'a pas de métapel pendant 48 heures, ça peut être catastrophique. Et donc, ils vont s'adresser à nous. Et nous, à l'OSE, on n'est pas en situation, étant à Paris, d'apporter une réponse opérationnelle. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait le lien avec le système de soins et de santé en Israël. Et je veux vous dire que nos psychologues et nos psychiatres, tous bénévoles, sont très heureux de mettre les heures nécessaires pour venir en soin à cette population. Alors, je vais vous donner le numéro vert, parce que c'est un numéro vert israélien qu'il faut appeler lorsque on est en Israël. C'est le 07 98 00 10 10, 07 98 00 10 10. Si vous appelez à partir de la France parce que vous êtes inquiet pour vos parents, vos grands-parents qui sont en Israël et qui n'arrivent pas à contacter le système de soins, c'est le même numéro, plus 972 79 800 10 10. Et nous pourrons prendre contact avec votre famille en Israël si c'est des parents âgés. Voilà. Le message a donc été passé. Merci beaucoup, Arié, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À l'origine, on le rappelle, cette opération israélo-américaine en Iran, elle répondait donc à la volonté des manifestants qui ont demandé de l'aide à Washington et à Jérusalem, alors qu'ils se sont mobilisés pendant des semaines pour dissoudre le régime des Mollahs, le régime qui a répondu à ces mobilisations par une forte répression qui a tué des milliers d'Iraniens. Laura Calmu, on vous retrouve en Angleterre. Il y a un mur en hommage des Iraniens tués par le régime qui a justement été mis en place. Oui, regardez ce mur ici derrière moi à Golders Green. C'est un quartier du nord-ouest de Londres. Depuis plusieurs semaines, il est couvert de milliers de photos d'Iraniens tués lors de la répression des manifestations en Iran, notamment lors du soulèvement de janvier. Les images ont été envoyées par les familles des victimes et accrochées ici par des membres de la diaspora iranienne. Golders Green, qui est un lieu symbolique, c'est un quartier historiquement très juif, mais aussi un endroit où vit une importante communauté iranienne. Ce mur est devenu un lieu de mémoire. Des gens viennent allumer des bougies, déposer des fleurs, regarder les visages de ceux qui ont été tués. Alors il y a quelques jours, ce quartier a été aussi le théâtre d'une scène encore plus joyeuse, différente. Le 1er mars, après l'annonce de la mort du guide suprême, des centaines d'Iraniens et d'habitants juifs du quartier sont descendus ici dans la rue à Golders Green. Dans les vidéos, on voit des gens danser, chanter, agiter des drapeaux israéliens et iraniens. Beaucoup espèrent que cette mort pourra marquer le début d'un changement de régime en Iran. Et puis aujourd'hui, quelques jours plus tard, le contraste est là, la fête est passée, mais le mur, lui, est resté avec des gens qui continuent de venir ici.
pour rendre donc hommage à ces Iraniens qui ont donc été tués par le régime. Merci beaucoup Laura Calmu depuis Londres. C'est la fin de cette édition. Merci à Déborah Benayoun d'avoir été avec nous. Merci à Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire. Et merci également à Jonathan Serrero, notre journaliste i24 News. C'est donc la fin de cette édition spéciale consacrée à ce 6e jour d'opération Rugissement du Lion. Et vous le voyez, nous serons en édition spéciale. Ce sera donc samedi de 20h à 22h, heure locale, heure israélienne, à partir de 19h en France. Et on fera évidemment un point sur cette guerre qui se poursuit, cette guerre menée donc par l'armée israélienne aux côtés de l'armée américaine, avec l'objectif de faire chuter le régime des Mollahs. Très belle soirée sur i24 News.